Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver au sixième webinaire de notre chapitre 3 de Saint-Saulce France. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir professeur Corinne Dujous, enseignante à l'INSERM Matmica de Bordeaux IMP et chercheuse au laboratoire IMS. Bonjour Corinne. Bonjour, bonjour Amida, bonjour Jérôme. Bonjour Corinne. Et bonjour Jérôme. Voilà, on n'oublie pas comme d'habitude. Et donc Corinne va nous présenter aujourd'hui une présentation intitulée Resonant Wave Based Chemical Microsensors for Environmental and Health Related Applications. Donc, n'hésitez pas à la fin de la présentation de poser vos questions en direct comme d'habitude. C'est parti. Je vais d'abord remercier les organisateurs pour m'avoir invité et pour le travail qu'ils effectuent dans le cadre du chapitre France de l'Ultra Sensors. Moi, je vais vous parler de microcapteurs résonants et en particulier de microcapteurs chimiques pour des applications à l'environnement et à la santé. Ce sont des travaux qui sont menés à l'INS Bordeaux, donc le laboratoire de l'intégration du matériau au système. Et tous sont menés en collaboration étroite avec des partenaires, plusieurs partenaires que je mentionnerai au fur et à mesure du diaporama. Voilà, une rapide introduction, donc, et je présenterai le principe des capteurs résonants de manière un peu générique, et je passerai ensuite un peu de temps sur la ligne à retard en ondes acoustiques de surface sur laquelle on a beaucoup travaillé, et donc ça nous permettra de voir un panorama d'applications, on va dire, en milieu gazeux et liquide. Quelques éléments sur d'autres types de capteurs résonants, électromagnétiques, optiques, et puis des capteurs intelligents au-delà de ces différents aspects. Donc, on abordera en particulier les aspects réseau de capteurs in situ, solutions sans fil, voilà. Donc, alors quelques exemples de capteurs pour commencer. Le capteur va être utile en entrée de chaîne pour prendre des décisions après le traitement de l'information et des données du capteur. Donc là, quelques exemples de capteurs commerciaux pour mesurer des grandeurs physiques, notamment avec ici une station météo installée au château du Chéal, qui est un château d'université. Beaucoup de capteurs d'images aussi, dont l'exploitation va permettre, en l'occurrence ici, c'est sur des vignes, détecter des maladies, la maturité du raisin, des choses comme ça. Un petit clin d'œil sur les capteurs utilisés sur les robots, puisque Bordeaux espère enfin pouvoir accueillir en 2023 la RoboCup, après 2 fois avoir décalé. Et donc, on est sur des capteurs là plutôt physiques. Donc, nous, on va se concentrer sur des capteurs plutôt chimiques et biologiques. Alors, bien sûr, il y a des appareils commerciaux de type analyseur qui sont développés. L'objectif, quand on parle de capteurs, c'est d'aller traquer plutôt des choses un peu plus dédiées, avec la possibilité de faire de la détection rapide, temps réel même, voire du suivi temps réel d'espèces et de manière plus ciblée, donc d'espèces ou de familles d'espèces cibles. Les domaines d'application sont excessivement variés. Quelques exemples ici, on va parler de qualité de l'air intérieur, extérieur, de qualité de l'eau, des sols, de détection dans des tissus vivants, des produits en qualification, de détection de pollution dans des produits industriels ou de contrôle qualité aussi, par exemple, des choses comme ça. Donc, de nombreux paramètres très, très variés, physiques et, pour ce qui va nous intéresser un petit peu plus, chimiques et biologiques. Quand on parle de capteurs, pour choisir des technologies de capteurs, pour travailler sur des technologies de capteurs, il va falloir se poser au préalable un certain nombre de questions et y répondre. Quels sont les composés qu'on veut détecter, quels sont ceux qui risquent d'être présents et qu'on ne souhaite pas détecter, est-ce que ce sont des composés à l'état majeur, mineur, de traces, est-ce qu'on a besoin de quelque chose de réversible pour faire du suivi dans le temps, quelle doit être la durée de vie minimum, quelle est la possible période d'échantillonnage souhaitée, des possibilités de maintenance. Si on a une bouée au large de l'océan, on ne va pas changer le capteur dessus tous les 4 matins. Voilà. Et puis le coût du test, est-ce qu'il faut que ce soit des éléments jetables
par rapport à l'application ou au côté industriel, budget financier par exemple, le degré de personnel habilité pour faire la mesure. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, donc quand on parle de capteurs chimiques, et donc en particulier, pour ce qui va nous intéresser, de capteurs résonants, on va typiquement être en présence d'un élément hybride constitué de deux parties principales, en l'occurrence, qui sont représentées ici avec une couche active et un transducteur. Donc la couche active, elle va avoir pour rôle d'interagir de manière spécifique avec des composés cibles chimiques, biologiques, soit en les immobilisant ou par une interaction quelconque qui va faire que les propriétés de cette couche vont être modifiées. Donc il va pouvoir y avoir un effet de masse, classiquement, si on immobilise des espèces, mais il pourrait y avoir d'autres types d'effets, un gonflement de la couche, des paramètres viscoélastiques, etc. Le transducteur, il va avoir pour rôle de traduire, comme son nom l'indique, les variations de cette couche active en termes de masse, de viscoélasticité, etc., en un signal électrique, magnétique, acoustique, optique. Au bout du compte, il faudra aller vers une information utile, exploitable. Donc, à la fin de boucle, en fin de chaîne, on va en général arriver à un signal électronique que l'on sera facilement capable de traiter. Et puis, on ira regarder un petit peu l'influence des différents paramètres physiques, bien sûr, qui sont généralement souvent influents, comme la température ou l'humidité, qui sont principaux que l'on regarde systématiquement, bien sûr. Et puis, il pourrait y avoir des effets liés à la pression, la viscosité, etc., qu'on pourra traquer aussi. On va s'intéresser à des technologies intégrables, donc des composants issus de la microélectronique et de ces technologies de fabrication, pour aller chercher sensibilité, sélectivité, et puis de plus en plus, on va aussi s'intéresser à l'aspect de durabilité, c'est important plus que jamais. Avec des capteurs donc résonants issus de la microélectronique, ça va être des plateformes acoustiques, on va en parler assez longuement en suivant, donc je ne vais pas m'appesantir ici, des plateformes électromagnétiques, des plateformes optiques, qu'on aura l'occasion d'aborder aussi. Donc systématiquement, ce sont des composants de la microélectronique dont on va dévoyer un petit peu l'application, les exploiter pour en faire un capteur. Et ça va nous amener au fur et à mesure des applications à voir qu'au niveau des matériaux sensibles, plein de matériaux très variés peuvent être utilisés. L'idée sera de choisir pour les utiliser à bon escient en fonction de l'application, que ce soit des polymères, des matériaux hybrides, des matériaux structurés, des biomatériaux également. Concentrons-nous donc sur les capteurs à ondes acoustiques, les capteurs résonants. On va les classer en deux grands types de catégories, on va dire, des microcapteurs, des transducteurs à ondes de volume. Et l'exemple très classique, c'est la microbalance à quartz, QCM. Typiquement, le principe de base, ça va être un composant de type quartz, un matériau, un disque piézoélectrique, deux électrodes, et par application d'un potentiel alternatif entre ces deux électrodes, selon le matériau, sa coupe cristallographique, son orientation, donc sa géométrie, on va pouvoir générer des ondes stationnaires, donc avec des fréquences bien spécifiques de résonance, et des mouvements de déplacement de la lame qui vont être parallèles à la surface, comme ça, ou au contraire perpendiculaires à la surface, et avec différents modes qui pourront coexister. Donc l'idée de ça, c'est que, alors deux choses. D'une part, pour faire un capteur, l'idée c'est que si on vient immobiliser des espèces à la surface, déposer une membrane fine en surface ici, eh bien on va avoir un effet de masse en particulier, hein, qui pourra être associé à d'autres effets, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en tout cas un effet de masse qui fait que on va avoir une fréquence de résonance qui va typiquement, avec ce type d'effet, diminuer. De la même façon qu'une corde de piano, lorsqu'elle est courte et fine, va provoquer un son aigu en tapant sur le marteau, alors que la corde longue et de diamètre important va être avec une plus basse fréquence de résonance. Donc ça, c'est une chose. Et la seconde chose, c'est que avec ce type de mouvement, on va pouvoir faire effectivement de la détection et entraîner des espèces qui vont se déposer comme ça en surface, et donc avoir une sensibilité de ce point de vue-là. Par contre, si on est en présence d'un milieu liquide adjacent, eh bien, on va perdre une grande quantité d'énergie pour déplacer tout ce liquide en même temps qu'à lieu le mouvement.
Et donc, en présence de liquide, eh bien, on va peut-être aller plus facilement chercher des modes avec de propagation, des déplacements de molécules qui sont parallèles à la surface pour limiter l'influence du milieu liquide, tout en étant sensible à l'effet de masse qu'il pourrait y avoir en surface. Voilà. Donc ça, ce sont deux points importants parce qu'on va les garder pour la suite. Et en fait, on va nous aller s'intéresser à des ondes acoustiques plutôt de surface. Alors, c'est quoi et pourquoi? Typiquement, c'est un support type substrat piézoélectrique. Ça pourrait être du quartz aussi, hein, c'est un grand classique. Et puis, on va venir déposer ici dessus en surface des électrodes interdigités. En appliquant un potentiel alternatif, de nouveau, on va être capable de générer par effet piézoélectrique inverse une onde acoustique, donc un déplacement, une vibration de molécules. Et si on choisit bien le matériau, son orientation cristallographique, la même chose qu'ici, si on choisit bien tout ça, eh bien, cette onde, en fait, on va dans un certain nombre de cas être capable de générer, pour une fréquence bien déterminée, une onde qui se propage ici en surface. Et le fait de confiner cette onde-là en surface fait qu'on va avoir toute l'énergie, toute la densité d'énergie qui va être générée va être à proximité de cette surface, qui du coup va être ultra sensible à tout ce qui se passe adjacent à elle. Voilà, et donc de nouveau, on va récupérer cette onde avec des électrons interdigités ici, alors on les voit ici vu de dessus et ici vu en coupe, pour récupérer un signal électrique qui sera retardé par rapport à celui-ci et atténué, bien sûr, aussi. Alors l'onde classique, c'est l'onde de relais. Elle a une polarisation elliptique, c'est celle qu'on va trouver dans les tremblements de terre, notamment en particulier. Si on veut, comme on avait dit ici, fonctionner en milieu liquide, eh bien, on va aller traquer des modes de vibration qui vont se déplacer comme ça, mais parallèlement à la surface. Donc ça, il y a M. Love qui a mis en évidence un type d'onde qu'on va pas mal exploiter aujourd'hui, il va donner son nom à cette onde qui s'appelle l'onde de Love, du coup, qui est en fait par l'intermédiaire de la joue d'un film de matériaux bien choisi, on va être capable de, alors d'une part, avec le dispositif ici, de générer une onde transverse horizontale, mais grâce à cette couche en surface bien choisie, on va être capable de la capturer et de la guider le long de cette couche très très fine. Et le fait de savoir faire ces couches du coup très très fines va permettre de garder cette très très grande sensibilité à ce qui se passe en surface du dispositif. Voilà. Alors que si on voulait la même sensibilité de surface avec ces disques de quartz, eh bien, il faudrait amincir beaucoup le disque et on obtiendrait quelque chose de trop fragile. L'autre intérêt du dispositif de surface, c'est que tout est planaire, donc on peut avoir un disque de quartz et faire une fabrication collective de plusieurs dispositifs et découper ensuite. Et donc, on rejoint le procédé classique de la microélectronique. Voilà. Donc, voilà cette ligne à retard, hein, puisque l'onde se propage de l'entrée vers la sortie, et comme l'onde acoustique, qui est une onde mécanique, se déplace avec une vitesse relativement lente par rapport à l'onde électromagnétique. L'onde acoustique, c'est quelques milliers de mètres par seconde, donc la traversée de quelques millimètres, ça va prendre quelques microsecondes, on va dire, alors qu'une onde électromagnétique, ça serait quelques nanosecondes. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va venir déposer en surface une couche sensible. Le dépôt de la couche sensible va perturber la propagation de l'onde. Pardon, je vais trop vite. Et cette couche sensible qui va avoir pour rôle de retenir spécifiquement les espèces que l'on souhaite détecter, si tout se passe bien, donc cette immobilisation va aussi se traduire par une variation. Alors, variation de quoi? De la fréquence de l'onde ici, du mode de la fréquence de résonance, et puis des pertes par propagation, des pertes de transmission que l'on voit ici. Donc nous, on va avoir pour rôle de modéliser un petit peu ce qui se passe en termes de propagation, éventuellement de génération, détection de l'onde, et surtout de mécanismes d'interaction. Voilà. Ça, c'est un exemple de dispositif. Avec ici, on voit sur une ligne à retard une couche sensible qui a été déposée. Et ici, une ligne, on va dire, de contrôle. On fonctionne souvent en différentiel dans ce cadre-là. Et nos dispositifs sont, la plupart d'entre eux, fabriqués, hélas, à Toulouse, qui dispose de moyens pour faire ce genre de choses. Donc, l'étape de modélisation, de simulation va se faire de manière assez variée en fonction des possibilités de simplification que l'on pourra avoir, toujours à partir des équations de propagation, des conditions limites, donc, qui vont nous amener à des équations de dispersion
avec ensuite des résolutions analytiques, numériques, fondées sur une approche matricielle comme ici, qui a permis, par exemple ici, d'évaluer des sensibilités à l'effet de masse et de voir, par exemple, que pour certaines orientations cristallographiques du quartz et certaines épaisseurs ici de la couche de silice, hein, ça c'est vu en couple, eh bien, on pouvait avoir un maximum de sensibilité à l'effet de masse, c'est-à-dire lorsque la couche sensible ici en surface a une densité qui augmente du fait de l'absorption d'espèces. Depuis quelques années, on va pas mal regarder aussi du côté des résolutions par éléments finis. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir étudier des matériaux non homogènes. On verra qu'on va vers des couches poreuses avec des grandes surfaces actives. Donc ça va être un gros intérêt par rapport à ça. Et puis, ça va permettre de combiner aussi à la fois la propagation, mais aussi la génération et la propagation de l'onde. Ensuite, il y a des circuits électriques équivalents aussi qui peuvent être utilisés et qui sont plus faciles à exploiter en fait pour ensuite intégrer ça dans un outil de CAO qui va permettre de concevoir de l'électronique de conditionnement autour, par exemple. Et donc, ces modèles-là, un certain nombre sont décrits dans la littérature. Certains sont bien adaptables à nos dispositifs et on va pouvoir intégrer dedans des modèles issus des modélisations précédentes. Donc, voilà. Ensuite, on passe, une fois que c'est fabriqué, à la partie caractérisation. Donc, typiquement avec un analyseur de réseau qui va être connecté sur son port 1 en entrée et sur son port 2 en sortie du dispositif pour regarder les réflexions en entrée, en sortie, l'écart par propagation, donc sur la transmission du port 1 vers le port 2, en regardant S21 qui est représenté ici. Donc, comme c'est très zoomé sur la fréquence de résonance, justement, qui est reproduite ici depuis l'écran, là, on a l'impression de voir quelque chose d'assez large, mais en fait, c'est un pic qui est très, très étroit avec un bon facteur de qualité, même si on a beaucoup de pertes, on a un niveau de bruit très bas et un bon facteur signal sur bruit, on va dire. On voit ici la courbe de phase correspondante, encore un petit peu plus zoomée, on voit qu'elle est bien linéaire. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire des pilotes de fréquence très très stables si on fait un oscillateur, et on va pouvoir descendre très très bien en résolution de mesure en fait et de détection, on va parler. Et ce que l'on voit aussi ici, c'est qu'en noir, eh bien, c'est un dispositif nu, sans couche sensible, et en rouge, avec couche sensible. Et on voit qu'il y a une petite variation de perte en transmission, et puis un retard de phase du coup, qui est plus important. Et si on s'intéresse à un montage oscillateur, par exemple, qui va fonctionner sur un point équiphase, eh bien, ça va se traduire par une variation de fréquence. Et comme c'est très linéaire, on va pouvoir la mesurer de manière très précise. Je vais vous parler d'oscillateur. Donc, ça, c'est un mode de fonctionnement possible pour la lecture du capteur, la lecture du signal, et qui est exploité ici. Alors là, ça fait partie de nos premiers travaux, puisque ces travaux ont été menés pendant de nombreuses années avec le soutien et le partenariat de la DGA qui nous accompagnait. Et donc là, c'était avec des couches sensibles type polymère qui avaient été étudiées par Thales en lien avec une université parisienne. Et on voit ici la variation de fréquence par rapport à une ligne de base, et sur de très très faibles concentrations d'une vapeur toxique, on voit des variations de fréquence importantes, de plusieurs kilohertz, alors qu'on a des fréquences de fonctionnement de l'ordre de 100 mégas. Et donc, pour des concentrations de quelques ppm, donc ppm, c'est parti par million, donc on imagine une molécule sur 1 million que le capteur est capable de détecter. Donc ça, c'est une façon d'avoir le conditionnement électronique. Ça peut aussi être avec des montages type à base de BDS, donc de synthétiseurs numériques de signal, et puis des petites cartes, des petits Arduino, un certain nombre de choses qui vont pouvoir être exploitées pour se rapprocher un petit peu du fonctionnement type analyseur de réseau qu'on a vu juste avant, et qui va permettre d'enrichir un peu l'information pour avoir un spectre en fréquence en termes d'amplitude, de phase éventuellement. Et donc, ça va autoriser une certaine souplesse que l'on n'a pas forcément avec le montage oscillateur, même si le montage oscillateur permet d'être très précis. Voilà, alors après, je vais décliner quelques applications, quelques exemples, et ça va me permettre d'aborder quelques matériaux
sensibles, en fait. Ici, ce sont des matériaux mésoporeux, donc on voit cette espèce de nid d'abeille avec plein de petits trous partout. Les mésoporeux, donc ce sont des cavités avec des dimensions de l'ordre de quelques nanomètres, dizaines de nanomètres, que l'on peut fabriquer avec des techniques relativement simples qui ne nécessitent pas des investissements ou des technologies très lourdes, comme les composants microélectroniques en général, qui sont très stables, thermiquement, mécaniquement, chimiquement, et aussi, et surtout, c'est important, qui offre une très, très grande surface spécifique. La surface de tous ces pores vont permettre d'avoir une grande surface active pour augmenter la sélectivité, la sensibilité vis-à-vis des composés cibles. Voilà, là, ce sont des exemples de détection d'éthanol ou d'humidité avec d'autres types de couches sensibles dont je vais reparler juste après, donc je ne m'appesantirai pas trop dessus. Ce sont des oxydes de graphène. On voit sur la détection d'éthanol, par exemple, ici de nouveau, ces variations de fréquence en présence d'éthanol, et puis on retourne à la ligne de base en l'absence d'éthanol, et des variations de fréquence de plus en plus élevées au fur et à mesure que la concentration en éthanol augmente. Même chose pour l'humidité. Et là, c'est un exemple de courbe qui permet pour une vapeur donnée de comparer différents types de films sensibles. Alors, chaque film sensible, du coup, va pouvoir être un petit peu qualifié comme ça en termes de surface active et en termes d'affinité vis-à-vis d'une espèce donnée. Alors, certaines couches seront plus dédiées pour certaines espèces et d'autres couches pour d'autres espèces. Donc, ça nous permet de comparer un petit peu les films entre eux en fonction de l'application. Voilà, donc ça c'était en milieu gazeux. Si on regarde quelques applications en milieu liquide, la difficulté du milieu liquide, c'est que l'électronique n'apprécie pas du tout les milieux liquides, surtout s'ils sont un peu salés éventuellement, comme dans l'océan, les produits type milieu biologique. Donc on va aller chercher, on va utiliser des puces microfluidiques. Donc, c'est fait avec des matériaux qui vont être moulés, en fait, coulés, avec des formes un petit peu spécifiques qui vont permettre d'aménager des cavités au-dessus de la surface active, éventuellement en englobant un petit peu les transducteurs interdigités ici, si eux sont protégés, type avec la couche guidante, par exemple, qui a été évoquée tout à l'heure, et donc qui ne sont pas en contact direct avec ce liquide. Voilà, donc il y a différents types de puces microfluidiques, mais l'intérêt, ça va être de pouvoir bien contrôler, ou mieux contrôler en tout cas, un flux de liquide à proximité vraiment de la partie sensible du capteur. Et à partir de là, on rejoint des fonctionnements de tout à l'heure, avec des couches sensibles encore différentes. Ici, par exemple, c'est pour détecter des bactéries, on va aller utiliser des anticorps. On en parle beaucoup en ce moment, hein. Donc je pense que vous connaissez un peu le principe. Les interactions antigènes-anticorps peuvent être très spécifiques si on étudie bien ça. Et donc on voit qu'ici, sur la surface du capteur, on a pu déposer des anticorps et avec du coup une fréquence de fonctionnement ici qui est recalée sur 0. Et lorsqu'on va venir déposer ces anticorps, eh bien, on voit une variation de fréquence et on la suit en temps réel. Voilà, donc une fois qu'ils sont déposés, on va d'abord bloquer un peu, ils ont quelques bras qui attrapent un petit peu tout n'importe quoi, donc on va venir bloquer ces bras en rajoutant ce qu'on appelle un agent saturant, de saturation, le VDB là. Donc de nouveau une petite variation de fréquence, ça veut dire qu'effectivement il y avait des petits bras qui les ont accrochés, qui étaient libres pour faire ça. Et à partir de là, on a notre capteur et il est prêt donc à venir détecter l'espèce cible. Au moment où on introduit dans cette bactérie, on voit de nouveau la fréquence qui évolue. Alors que dans le même temps, avec la ligne de contrôle, eh bien, on voit que la fréquence évolue très peu, donc on a bien une spécificité par rapport à notre bactérie. Et là, on va encore un petit peu plus loin. Cette bactérie, en fait, on ne va pas la détecter ici, on va l'utiliser, ce micro-organisme vivant, on va l'utiliser pour détecter des métaux lourds dans l'eau, typiquement. Donc, on construit un petit matelas à ces bactéries, on vient les déposer. On voit une image ici prise par une microscopie à force atomique. Toujours notre capteur qui est capable de voir en temps réel le dépôt de ces bactéries. Hein. Les biologistes sont très contents en général quand ils voient ça parce que
eux, ils voient souvent que par des méthodes indirectes avec beaucoup d'étapes, alors que là, vraiment, on le voit et on voit en temps réel ce qui se passe. On voit que elles sont bien immobilisées, c'est stabilisé, donc on peut arrêter de les faire circuler en surface. Le capteur est prêt. Et lorsqu'on vient introduire dans la solution de très, très, très faibles quantités de... Alors ici, c'est du cadmium, on a fait la même chose avec du mercure et ça marche tout aussi bien. On est à des concentrations de 10-12 molaires, donc on est vraiment à la limite de ce qu'on est capable de fabriquer, même comme échantillon. Et on voit que le capteur réagit en temps réel. Et là, on augmente les concentrations et au fur et à mesure, le capteur continue de réagir jusqu'à ce que les bactéries seront tellement stressées, elles sont même détruites finalement par la présence en concentration trop importante de métaux lourds. Et dans ce cas, le capteur est détruit dans son fonctionnement nominal, on va dire. Voilà, donc ça montre le rôle très très important de la couche sensible en fait, et de ses propriétés physico-chimiques. Dans cette couche, l'objectif c'est de faire de la reconnaissance et de l'amplification de l'espèce cible qu'on souhaite détecter, tout en étant compatible avec de fou la propagation de l'onde acoustique, hein, puisque cette onde acoustique doit continuer de se propager sans être trop absorbée et doit entraîner ce qui se passe au-dessus d'elle. Voilà, donc quand ça se passe, donc ensuite il y a plusieurs modes, on va dire, de détection, et si j'essaie de trier un petit peu ce qu'on vient de voir, ça peut être soit par augmentation de surface avec des couches additionnelles, comme on l'a vu avec les anticorps, les bactéries, etc. Donc ça veut dire que l'onde qui se propage dessous ici, elle doit se propager et entraîner ces anticorps, cette bactérie. Donc on doit avoir le lien entre les deux suffisamment rigide, on va dire, et des sites accessibles. Hein. Il faut que le petit bras des anticorps soit capable de dépasser et d'attraper la cible. Quand on est en milieu gazeux, si on est avec des polymères, par exemple, on va plutôt jouer sur des phénomènes d'équilibre dynamique avec, en fonction de la concentration de la vapeur dessus, un temps de présence moyen, on va dire, de chaque espèce sur la surface. Et ça va se traduire par un coefficient de partage où pour une concentration donnée de la vapeur en surface ici, on va avoir une absorption en surface et une diffusion ensuite, donc une absorption à l'intérieur du polymère d'une certaine concentration, dans une certaine concentration. Donc le coefficient de partage, c'est le rapport entre la concentration solubilisée dans le polymère et la concentration en surface. On va bien sûr chercher à faire en sorte qu'il soit le plus grand possible pour les espèces cibles qu'on veut détecter et le plus faible possible pour les espèces interférentes. On va aussi chercher des polymères à faible température de transition vitreuse. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à température ambiante, donc sans avoir besoin de chauffer et d'avoir besoin d'énergie pour chauffer, on aura une bonne diffusion des espèces dans le polymère et donc une bonne sensibilité. Et puis, on a parlé de matériaux poreux aussi. Donc, on a parlé de mésoporeux. J'ai évoqué l'oxyde de graphène, on va y revenir, mais l'idée, c'est que vous voyez là tous ces atomes de carbone en structure hexagonale et sous une forme bidimensionnelle comme ça, de film, va faire qu'on a de très, très bonnes qualités à la fois en termes de sites d'accrochage, y compris que l'on pourra fonctionnaliser pour les rendre spécifiques, en faisant appel à mon collègue de chimie. Et puis, on va voir sur le transparent d'après que cette structure maillée comme ça, en deux dimensions, rend le film en même temps très très souple et très rigide et va être capable de capturer, de faciliter la propagation de l'onde acoustique dans ce film lui-même. Donc on va voir c'est un avantage. Et puis là, c'est un autre exemple de matériaux structurés, alors poreux, je ne sais pas si on peut dire poreux. Ce sont des polymères empreintes moléculaires qu'on a exploités pour faire la détection de biomarqueurs de cancer, c'était l'objectif de l'étude. Typiquement, ce sont des matériaux qui vont polymériser en capturant l'espèce cible qu'on veut détecter ou quelque chose qui ressemble, on va dire, chimiquement, morphologiquement. Et ensuite, on va être capable d'extraire ce template, ça s'appelle comme ça, ici, et le polymère va donc, du coup, une fois formé, garder cette forme à la fois géométrique et avec des groupements chimiques qui vont
faire qu'il sera capable de reconnaître spécifiquement et de recapturer donc l'espèce cible. Et avec les possibilités de faire quelques allers-retours entre solvant et recapture comme ça, pour faire de la détection spécifique. Voilà. Alors, je parlais de l'oxyde de graphène. Une des choses que nous a permis la modélisation par élément fini, par exemple, c'est de valider le fait que, effectivement, ce qu'on voit ici, ce sont des résultats expérimentaux, et on voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de couches de matériaux à base de graphène, comme ça, alors qu'on pouvait s'attendre à un effet de masse, donc avec une fréquence qui diminue, en fait, c'est le contraire, on a une fréquence qui augmente. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte, et en tout cas qu'on a pu confirmer, parce qu'on s'en doutait un petit peu, que les couches de graphène allaient pouvoir capturer l'onde acoustique et faciliter sa propagation, en même temps que c'est elle qui est sensible à ce qui se passe en surface. Donc, on va pouvoir combiner à la fois la propagation de l'onde et l'aspect sensibilité, qui fait qu'on est vraiment au cœur du capteur, en fait, et de ce qui va se passer. On va pouvoir maximiser un certain nombre d'effets. Voilà, là, ce sont encore des choses un petit peu différentes. C'est l'idée de pouvoir, avec un seul capteur, avoir beaucoup plus d'informations. Alors, comment? Eh bien, ce capteur acoustique, jusqu'à présent, on a regardé la flèche rouge, là, la propagation de l'onde acoustique, avec une fréquence de résonance bien ciblée, on était à une centaine de mégahertz. Et puis voilà, on s'est concentré sur cette fréquence de résonance. Et puis, en présence d'un milieu liquide, eh bien, on avait de l'absorption, enfin, une perte supplémentaire en transmission, un niveau de bruit qui a augmenté. Alors, qui a augmenté pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, avec un petit diélectrique, on a un couplage électromagnétique direct de l'entrée vers la sortie qui ne passe pas du tout par cette énergie acoustique. Et comment on peut aller un peu traquer ça et en faire quelque chose? Eh bien, par une transformée de Fourier inverse. On peut séparer, puisque l'onde électromagnétique, elle se propage très rapidement dans le temps, donc en quelques nanosecondes, donc très très proche de zéro. On a ce pic électromagnétique. Et au contraire, l'onde acoustique qui se propage à quelques milliers de mètres par seconde, elle arrive après quelques microsecondes, on va dire, et du coup, on peut facilement la séparer dans le temps. On peut ensuite faire une fenêtre temporelle et récupérer par transformée de Fourier de nouveau la partie spectre fréquentiel, mais uniquement due à la partie acoustique. Et puis, si on regarde ici l'impédance d'entrée, eh bien, on a quelque part des électrodes interdigités, donc on a une capacité, finalement, un comportement capacitif. Et du coup, si on va regarder un peu plus bas ici en fréquence, eh bien, sur la partie Z11, impédance d'entrée, eh bien, on va voir cette capacité équivalente là qui va avoir une valeur qui est modifiée en fonction des caractéristiques électriques du liquide. Donc, on va pouvoir comme ça enrichir la réponse et avoir plusieurs informations, à la fois mécaniques et électriques, qui sont très complémentaires. Voilà, je m'arrête sur les ondes acoustiques. Quelques éléments sur d'autres types de capteurs résonants. Donc ici, capteurs électromagnétiques. Typiquement, ce sont de nouveau des structures résonantes, un filtre résonant qu'on utilise classiquement en microélectronique avec des formes potentiellement très variées, qu'on va être capable de déposer par impression, en fait, y compris sur des substrats flexibles et donc conformables pour s'adapter à différentes formes. Et puis, bon, structure résonante, de nouveau, on va venir associer un matériau sensible. On le voit ici déposé en mauve là à certains endroits localisés. On va voir pourquoi. Et donc, de nouveau, ça va se traduire par un spectre en fréquence qui va varier en fréquence et en amplitude. Et du coup, en allant vers des technologies d'impression, donc plutôt assez bas coût, toujours des technologies planaires, en fabrication collective, des matériaux qui présentent de très très grandes surfaces actives et sensibilité. Et puis, en plus des fréquences de résonance plus élevées, on est plutôt vers le gigahertz, et donc une possibilité d'interrogation sans fil. Donc, on a un dispositif qui est, en fait, c'est un composant passif, qui se comporte comme une impédance, et avec des fréquences de résonance élevées qui vont permettre assez facilement de faire de l'interrogation sans fil. Donc, on a quelque chose d'assez sympathique en termes de possibilités d'exploitation dans le futur. Voilà, donc là, c'est un exemple de modélisation électromagnétique où on voit des maximums de champs, alors selon le type de simulation, soit magnétique, soit électrique, et on ira choisir où on positionne
le matériau sensible pour être dans des maximums de champs électriques magnétiques en fonction du type de structure et de couches sensibles et d'espèces que l'on souhaiterait détecter. Voilà, donc on voit des modélisations ici, des simulations avec ces fréquences de résonance. Là, c'est une mesure d'un dispositif de ce type-là. On voit les fréquences de résonance. La variation de fréquences reconstituée en temps réel avec des échelons d'éthanol. Voilà, donc là, on ne retrouve pas trop bien la ligne de base, il y a un petit peu de dérive, mais ce sont des travaux qui sont un peu plus récents, on va dire, qui n'est pas complètement maîtrisé encore. Et donc, il y a un nouveau projet qui a démarré récemment pour utiliser ces capteurs et continuer de les développer pour faire du suivi sélectif de gaz d'échappement par capteur de gaz en radiofréquence imprimée. Et on pourra faire des essais, y compris sur des milieux réels, en conditions réelles, on va dire, grâce à notre partenaire à l'Université de Gustave Eiffel. Il y a des possibilités de mini-villes, on va dire, de voitures qui circulent, et donc de pouvoir positionner des capteurs avec des environnements complexes et réels. Autre type de capteur résonant, cette fois plutôt optique, photonique, où l'idée c'est d'intégrer un spectroscope à absorption atomique, qui est par exemple capable de détecter des concentrations de chrome dans l'eau en ajoutant un réactif. On a une coloration plus ou moins dense en fonction de la concentration. Et ce qui est développé, ce sont des micro-résonateurs en anneaux, donc avec un guide de lumière, un guide optique, on injecte de la lumière, il y a un couplage qui se passe avec une résonance qui fait que la lumière va circuler plusieurs fois autour de cet anneau, et l'anneau est petit, ce qui fait que sur un tour, l'interaction avec le milieu couleur au-dessus ne va pas être très important, donc on pourrait perdre en sensibilité, mais on va s'arranger pour que cette lumière, c'est le principe de la résonance en fait, fasse plusieurs tours. Donc on va comme ça essayer de récupérer la sensibilité que l'on peut avoir quand on a ici une lumière qui traverse 1 cm par exemple, avec une certaine sensibilité. Et puis, donc là on n'a pas été jusqu'au bout par rapport à ça, et on le reprendra en temps utile, mais l'idée c'est de pouvoir manipuler des micro-gouttes, les mixer, les créer, les mixer, les amener après réaction sur le capteur de manière purement numérique en fait, et ça peut se faire grâce au fait qu'on peut rendre hydrophile ou hydrophobe des surfaces d'électrodes par application d'un potentiel, et du coup faire attirer ou repousser des gouttes d'eau et les amener comme ça à faire un petit peu ce qu'on veut. L'autre intérêt, c'est d'aller vers des technologies, on va dire, un peu plus vertes, en utilisant des technos sur verre, des polymères, des choses comme ça, des structures qui vont pouvoir être créées par moulage. Alors, il y a des technos de fabrication un peu high-tech, on va dire, pour faire le moule, mais ensuite, on peut facilement faire des moulages de ce type de structure, bon, facilement, mais bon, de manière beaucoup moins coûteuse et beaucoup moins complexe en termes de technologie que ce n'est le cas pour certaines technos. Voilà, donc, alors, capteurs intelligents et au-delà. Donc, on a parlé de capteurs, on a parlé de transducteurs, de matériaux fonctionnels, de méthodes de lecture. L'idée, c'est de traquer les 3 S, hein, sensibilité, sélectivité, stabilité, et un peu plus que ça même, si vous vous souvenez de la liste de questions qui ont été posées au départ. Néanmoins, le capteur idéal, ça n'existe pas, on n'y arrivera jamais, il ne faut pas se leurrer. D'autant plus dans des milieux qui sont complexes. Donc l'idée par rapport à ça, c'est de rendre le capteur intelligent en faisant du multicapteur d'une part, des technologies de transduction complémentaires, on en a vu quelques-unes, acoustique et électrique par exemple, le côté photonique est aussi complémentaire. D'aller chercher différents types de matériaux sensibles, différentes fonctionnalisations, donc ça on en a vu aussi en termes de films un certain nombre. Multifonctionnalité, on a parlé de multimodal, multifréquence, d'aller regarder de manière plus large sur un spectre en fréquence, par exemple. Et ensuite, tout le traitement de données, qui est important, soit avec des traitements de signal classique, ou en allant vers tout ce qui est les technologies actuelles de deep learning. Je n'ai pas osé mentionner l'intelligence artificielle, qui une terminologie est parfois un petit peu galvaudée, mais bon, voilà. Comprenez. Et puis, donc, d'aller vers des aspects connectivité, faible consommation, faible impact environnemental, si on veut aller encore plus loin, et malgré tout, fort impact sociétal.
Alors, dans les perspectives, justement, pour aller plus loin, il y en a certainement qui sont abordés déjà au niveau de l'équipe, notamment Olivier Tamarin, qui vient de repartir en Guyane après une délégation de 6 ans chez nous. On continue de travailler beaucoup en commun pour, l'idée c'est de sortir le capteur du laboratoire. Et Olivier en Guyane a des problématiques en lien avec les rivières amazoniennes. Et donc l'idée c'est de pouvoir aller à terme abandonner des réseaux de capteurs, des choses comme ça. Alors, ça suppose d'avoir une intégration forte avec une acceptabilité vis-à-vis de la population, par exemple, qui doit être partenaire un peu de ça pour que ça se passe bien. Et l'idée, c'est du coup d'avoir des informations complémentaires par rapport à ce que peut mesurer un satellite depuis là-haut. Voilà, donc d'aller vers de la communication sans fil, avec des dispositifs passifs et du réseau de capteurs. Et donc là, ce sont des aspects plutôt en lien avec vraiment le sans-fil en termes de communication et de transmission d'énergie ou de récupération d'énergie même. Et c'est porté par Simon Eymour qui nous a rejoint aussi dans l'équipe il y a quelques années, avec des objectifs qui sont d'aller vers d'efficacité, du multisource pour aller vers de la résilience, parce que les énergies qu'on est capable de récupérer aujourd'hui sont quand même souvent, généralement trop faibles pour pouvoir effectivement alimenter quelque chose. Et donc, en les couplant entre elles, on peut arriver à faire des choses qui sont un peu plus sympathiques en termes de puissance, sauf qu'il faut que ce soit constructif et tout ça. Donc voilà, cette notion de résilience. Vers de l'électronique faible consommation, niveau bas en technologie, ça veut dire qu'on va pouvoir exploiter y compris des technologies simples qu'on connaît depuis longtemps mais qu'on n'exploite pas du tout à sa juste valeur en fait. Et je mentionne ici en particulier le backscattering effect, donc cette rétrodiffusion qui est exploité par exemple par les plantes pour communiquer et attirer la chauve-souris qui va l'aider à sa pollinisation. Donc la plante en fait s'est adaptée au fil du temps et cette communication ne lui nécessite aucune énergie puisqu'elle s'est adaptée en adaptant sa morphologie, ce qui fait que la chauve-souris émet un son et elle a un écho radar en provenance de la plante qui fait que ça va l'attirer et que du coup voilà, la plante a réussi à communiquer pour attirer la chauve-souris sans dépenser la moindre énergie. Donc c'est cet effet de miroir un petit peu. Hein, vous imaginez un faisceau qui arrive sur un miroir, selon comment le miroir est tourné, eh bien, on va avoir sans aucune énergie, finalement, l'information va pouvoir être captée à distance. Et puis, si on regarde la courbe courant-tension d'une diode tunnel, eh bien, on voit qu'on a une partie avec l'équivalent de résistance différentielle négative. Et ça va permettre de faire de l'amplification de signaux alternatifs. Hein. On ne va pas créer l'énergie, mais on va pouvoir amplifier les signaux alternatifs, alors de manière linéaire autour d'un point de fonctionnement, ou même, puisque la résistance négative, la différentielle est un petit peu différente selon l'endroit de la courbe ici, on va même pouvoir créer de nouvelles fréquences, créer des harmoniques en particulier, à partir d'un signal en fréquence donnée. Et l'intérêt, c'est qu'on voit que ça se passe sur des zones où on a très très faible tension, de l'ordre de quelques dixièmes de volts. Voilà, et pour finir, donc, le même Simon Eymour va exploiter un petit peu ces effets, notamment pour faire du suivi sans fil de biopiles implantées, en fait. Dans biopile implanté étudié par nos collègues de chimie qui va fonctionner à partir du glucose et en utilisant ce que l'on vient de voir et en l'exploitant d'une manière astucieuse qui va bien, eh bien, il va être possible de transmettre donc à distance vers l'extérieur du corps et sans apport d'énergie complémentaire l'information en termes de concentration en glucose qui se traduit par un courant dans la biopile plus ou moins important, mais avec des quantités d'énergie très 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 faibles. Mais grâce au type d'approche que l'on vient de voir, il sera malgré tout possible de communiquer vers l'extérieur du corps ce type d'information. Donc voilà, par exemple, de la même façon, il peut être possible de renvoyer de l'énergie vers l'intérieur du corps. Donc il y a eu pas mal de travaux déjà en lien avec ça. Et il y a un projet qui démarre ici sur un biocapteur implantable sans fil pour le suivi de maladies chroniques. Donc ça démarre avec le glucose, mais l'idée c'est de pouvoir l'exploiter pour d'autres maladies avec du design, la modélisation électronique 3D, la partie lecteur externe,
petit oscillateur autonome, on va dire. Voilà, ce sont ces éléments-là qui vont permettre d'assurer la communication. Voilà, je m'arrête là. Alors, pas sans remercier bien sûr l'ensemble des collaborateurs, donc en particulier une partie des membres permanents de l'équipe. D'ailleurs, certains sont absents ici, mais un bon échantillon déjà. Ne sont pas représentées les photos des nombreux doctorants, quelques postdocs qui ont aussi participé à ces travaux, mais évidemment que je tiens à remercier. J'ai mentionné au fur et à mesure du diaporama, les collaborateurs de l'IMS en général et aussi beaucoup tous les partenaires extérieurs qui ont pu collaborer avec nous dans le cadre de ces travaux. Merci particulier pour le LAS, pour la fabrication de nombreux de nos dispositifs et bien sûr l'agence de financement de tous ces travaux. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. On est parti. Oh. C'est bon, Amida. Bon, super. Bon, merci donc encore Corinne pour cette belle présentation. Et donc Jérôme, est-ce qu'il y a des questions? Pour le moment, une seule question. Pensez-vous que que pensez-vous de la consommation d'énergie des capteurs classiques? Ah, je ne connais pas forcément la consommation d'énergie des capteurs classiques, mais c'est toujours bien si on peut la diminuer et si on fait des travaux dans ce sens-là. Je suis plutôt fan de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les capteurs dont on a parlé là, on n'a pas forcément contrôlé la consommation d'énergie, mais plus ça va et plus on sera amené à le faire et volonté d'y faire de plus en plus attention. Je pense. Après, il y a tout un tas de capteurs, de technologies qui existent qui sont de plus en plus faible consommation et c'est bien. Après, il y a tout l'aspect communication des données aussi, quand il faut les envoyer. Il y a le volume des données, la communication des données. Il n'y a pas que l'alimentation des capteurs eux-mêmes, quoi. Même s'il faut y faire attention. Et puis jusqu'à aller jusqu'aux capteurs passifs, du coup, on ne va pas avoir de consommation directe au niveau des capteurs, mais on va avoir une consommation plutôt au niveau de l'interrogation du capteur ou des données qu'on va récupérer. Je ne sais pas si ça répond en partie complètement ou pas. J'espère. En tout cas, je n'ai pas reçu de retour de ce côté-là. Donc, Amida, est-ce que tu as des questions de ton côté? Oui, donc là, de mon côté, j'ai une question, Corinne. C'est par rapport à tout ce que tu as présenté. C'est qu'on voit quelque part pour fabriquer ces capteurs, c'est vrai que l'application visée, c'est l'environnement, voire la santé, mais quelle est l'empreinte environnementale de ces technologies? Et qu'est-ce que tu penses? Ah ben, on rejoint un peu la première question. Même chose. Aujourd'hui, les capteurs, ils sont fabriqués comme ils sont fabriqués. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai pu évoquer sont fabriqués avec des technos qui sont quand même des technos assez lourdes. Plus on pourra aller vers des capteurs à moindre empreinte environnementale, que ce soit au niveau de la fabrication, au niveau du fonctionnement, des matériaux qu'on utilise en termes de ressources, et mieux ce sera. Donc, bon, il y a l'aspect développement des principes de détection qui sont importants, mais après, c'est aussi important et de plus en plus, je trouve, d'aller vers des technologies qui soient à plus basse empreinte environnementale. Alors, ça va pouvoir être, par exemple, avec les capteurs électromagnétiques qu'on a pu évoquer un peu, qui pourront être sur papier, par exemple, qui pourront être passifs. Ça pourra être voilà, des matériaux piezo, c'est pareil, il en existe qui peuvent être à un peu plus basse empreinte environnementale. Après, on n'a pas les caractéristiques aussi peut-être performantes que les substrats piezo qu'on peut extraire en tant que ressource et avec des technologies de fabrication et de mise en œuvre qui sont lourdes aussi par ailleurs. Peut-être qu'il faut des compromis en fonction des applications à ce moment-là aussi. Il y a des applications où on va traquer concentration, par exemple, très, très, très faible, où il faudra peut-être des performances du capteur un peu plus élevées. Et puis, peut-être que pour d'autres applications, ce ne sera pas le cas. On pourra se contenter
technologies ou de dispositifs un peu moins performants peut-être, éventuellement en mettant plusieurs aussi, pour avoir des réponses un peu plus variées. Là, je dirais pour un début de réponse. Et puis de nouveau aussi tout l'aspect dans l'empreinte environnementale de volume de données, communication des données, il ne faut pas l'oublier. Il y a des choses à développer dans ce sens-là aussi, pas purement sur l'aspect capteur lui-même. Ok. Alors, je vais rebondir parce que tu as parlé de papier et en fait, j'ai le souvenir que vous travaillez aussi sur des encres et des circuits, des capteurs sur papier et avec de l'encre à fonctionnaliser, si j'ose dire, entre guillemets, hein. Moi, je voulais avoir ton avis sur le fait que quand on fait une encre ou un encre, excusez-moi l'expression, on va avoir, pour donner des fonctions, par exemple, on y mettrait du TiO2 ou autre, il va falloir atteindre un certain degré, enfin un seuil de percolation pour pouvoir avoir cette fonction. Moi, je me posais la question, par exemple, un circuit qui est fabriqué avec ces encres, en termes d'antenne, il y aura peut-être un petit peu de problème de rayonnement, sauf erreur, surtout si c'est quelque chose de souple. Et de l'autre côté, est-ce qu'on perd pas, entre guillemets, une forte sensibilité des matériaux sensibles à cause de ce format papier et encre? Je ne sais pas forcément quoi répondre. Je pense, Corinne, la question de Jérôme, elle est plus sur le dépôt, en fait. Qu'est-ce qu'il affecte notre dépôt quand on fait un dépôt par jet d'encre ou autre chose par rapport à un dépôt bien maîtrisé? On va dire, on n'est pas dans les mêmes surfaces. On n'active pas les mêmes surfaces. C'est un peu ça la question, je pense. Voilà, Je te c'est-à-dire que tu laisse, perds la voilà. surface spécifique, ton TiO2 se retrouve Oui. collé, entre guillemets. Après, Et, si je peux, voilà. Oui, Vas-y, après, c'est des techniques à faire évoluer aussi, à mettre au point à chaque fois en fonction de ce qu'on veut obtenir comme caractéristique. Enfin, il y a tellement de choses après, tellement de paramètres sur lesquels ça joue, tellement de paramètres qui jouent et tellement de paramètres sur lesquels ça joue après en termes de performance. Il faudrait prendre des cas un peu précis, par exemple, sur un matériau donné qui serait intéressant. Comment on le met en œuvre de la meilleure façon qui soit, parce qu'il y a les notions de sensibilité, donc peut-être de surface, mais après de reproductibilité, du dépôt, il y a plein de choses après. Donc, si on en améliore un pour dégrader l'autre, c'est pas forcément... voilà. Donc, il y a tellement de choses imbriquées, je ne suis pas sûre qu'il puisse y avoir une réponse générale. Je pense qu'il faut... tout à fait, ouais. Voilà. Qui s'adapte. Et juste peut-être pour rajouter, je pense aussi, Jérôme, Corinne l'a bien dit pour la première question, c'est que on doit s'adapter aussi à l'application finale. Parce que je pense quand on évoque tout ce qui est technologie additive, c'est qu'on parle quelque part de bas coût. Donc, on ne cherche pas des sensibilités ou des spécificités, on va dire. On n'est pas dans l'exigence, n'est pas la même. Donc, on ne peut pas viser la même application par rapport à une technologie plus chère et des substrats qui sont aussi, par conséquence, plus chers. Donc, on adapte la technologie selon l'application finale, il me semble. Après, il ne faut pas se cacher, hein, il y a des capteurs, enfin, il y avait une publi il n'y a pas longtemps qui montrait qu'en termes de manufacture, tous les capteurs avaient quand même quelques soucis de reproductibilité. Hein. Oui, tout à fait. Faut en être conscient. Hein. Oui, et la sélectivité est toujours un problème qui n'est pas résolu. Hein. Mais voilà, qui persiste, l'aspect matériaux. Pour le premier point, ça va passer par du calibrage. Et de l'autocalibrage. Voilà, autocalibrage de préférence, surtout pendant le cycle de vie. Et puis, oui, sur ces aspects-là. Le deuxième point. Et le deuxième point, c'était quoi déjà La sélectivité, en fait. Tu parlais du calibrage. Voilà, là, tu vas aller sur du multicapteur ou sur un capteur. Dans ce que j'ai montré, par exemple, dans les travaux qui vont d'ailleurs être soutenus là, dans une quinzaine de jours, même pas, le fait d'enrichir la réponse d'un capteur en allant traquer peut-être sur plusieurs fréquences, sur plusieurs
plusieurs domaines de possibilités d'utilisation d'un même capteur, en fait, d'aller traquer plusieurs types d'informations sur des valeurs de fréquences différentes typiquement, mais il peut y avoir d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer. On peut aussi jouer sur des températures différentes, sur des éléments autour du même capteur qui peuvent être peut-être différents en termes de paramètres. On pourra avoir peut-être une réponse enrichie qui permettra de traquer les choses de manière un peu plus riche, on va dire. Il y avait Saint-Étienne qui jouait avec les températures et les gradients de température qu'elle mettait sur ses capteurs. Je crois que c'est des désoxydes d'étain hein, qui leur permettaient de sortir des informations complémentaires. Hein. C'était intéressant. Hein. Dans ce que tu dis, il y a la notion de dynamique aussi. Voilà, c'est ça, qui est effectivement intéressante. Cinétique, ouais, principalement. De cinétique, c'est ça, de cinétique au niveau des réponses, qui fait partie des choses qu'il faut regarder aussi. Mais, Amida, tu as des questions? Oui, moi j'ai d'autres questions, Corinne. C'est par rapport à quand on voit il y a eu des travaux sur l'utilisation des algues et ce type de matériaux. Est-ce que tu penses, parce qu'aujourd'hui aussi on voit la frugalité qui commence, pas qui commence, dans les pays en voie de développement, on voit en Inde par exemple, ils ont développé pas mal de choses sur ce type de technologie. Bah, aujourd'hui même en France, on voit qu'il y a beaucoup de centrales technologiques qui s'intéressent aux procédés un peu frugales, c'est-à-dire qu'ils puissent être, soi-disant, le plus green possible, mais bon, ça laisse à parler. Donc, que penses-tu on va dire, de l'avenir de la frugalité pour ces technologies, en fait? Pour ces technologies, c'est-à-dire est-ce qu'on peut proposer des capteurs totalement frugales et qu'est-ce que... Voilà, c'est ça la question. Eh ben, il faut les développer, je pense, et continuer d'aller vers ça. Et puis que nos organismes divers et variés aient envie d'aller vers ça aussi. C'est peut-être un peu moins économique friendly, on va dire, mais c'est peut-être un peu plus social friendly. Mais il paraît qu'on parle de circulaire. Est-ce que c'est pas suffisant, circulaire? Non, c'est déjà mieux. D'accord, ok. Donc, c'est un premier pas. Mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas. Hein. Donc, si on pouvait aussi faire attention à faire des choses frugales, je pense que c'est important aussi. Enfin, pour moi, c'est un ensemble. L'un va avec l'autre. Et oui, par exemple, sur des couches sensibles, on est tous sensibles. Les êtres vivants ont une grande sensibilité à de très nombreuses choses, avec des réponses complexes en fait. Et on va aller traquer, le nez va aller traquer des PPT avec l'odeur du bout de bouchon. Les algues vont être sensibles aux métaux lourds en se rétractant par exemple, puisqu'on a vu sur des capteurs en acoustique par exemple, où on n'avait pas qu'un effet de masse, on avait aussi un effet de rigidité avec des bactéries qui se rigidifiaient finalement en présence de métaux lourds. Des algues qui sont utilisables pour faire de la filtration finalement, les spirulines qui absorbent le métaux lourd, qui va peut-être permettre de nettoyer certains toxiques, y compris dans l'organisme. Donc ce sont des capteurs, pourquoi ne pas les utiliser de manière un peu plus présente que ce qui est fait aujourd'hui. Il y a des études qui continuent d'aller vers ça, hein, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc, tu penses que clairement, il faudrait avoir plus de financement pour pouvoir développer ce type de projet finalement. Quelque part, voilà. C'est bien de penser à ça aussi, ce qui n'est pas forcément anti-économique par ailleurs, hein, parce que s'il y a des algues, il faut les produire, s'il y a malgré tout des choses comme ça aussi. Mais il me semble qu'il y a une possibilité d'adaptabilité plus grande, qui est celle qu'a la nature en fait, finalement. Voilà, c'est un avis personnel et que je partage. J'espère qu'il y aura de plus en plus de gens qui le partageront. Alors, c'est intéressant, tu parles de spiruline, tu parles d'algues. Sommes-nous en présence d'indicateurs ou de capteurs? Déjà, si on a un indicateur, on a un capteur de toxicité, par exemple. Je ne sais pas si c'est la différence que tu vois entre les deux termes.
Je pensais que le capteur me permettait d'avoir un peu de quantification. Et, voilà, ouais. C'est plutôt j'aurais tendance à dire que c'est un indicateur de seuil. Peut-être, je pense aussi qu'il y a eu tellement peu de travaux par rapport à ça que c'est aussi difficile de le savoir. Puis l'interfaçage aussi. L'interfaçage entre les éléments bio et puis le circuit. Oui, oui. Avec sa durée de vie. Oui, oui. Oui, oui. Un neurone, c'est quelque part aussi une indication. Enfin, et pourtant, si tu en mets beaucoup, tu peux faire beaucoup de choses magnifiques avec. Est-ce que est-ce qu'on n'est pas sur des choses qui ressemblent à ça aussi potentiellement? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un champ qu'on n'a pas du tout exploré, évidemment, par rapport au capteur, si on parle de capteur. Je pense qu'il y a d'autres champs que les capteurs, mais ça en fait partie, ouais. Ça fait partie. Entre la notion de biocapteur et capteur utilisant de la biologie, oui. C'est un peu c'est différent, toujours mais ça peut être identique dans certains cas. Tout à fait. Ouais, ouais. Amida, d'autres questions? Une autre question, Corinne, c'est on voit par exemple les technologies autour des capteurs à ondes acoustiques, voire on va dire, tout type de transduction, ont existé depuis des années, mais on n'arrive pas toujours à voir le jour, on va dire, de trouver des capteurs chimiques ou biocapteurs qu'on peut utiliser rien que par exemple chez nous à détecter des composés organiques volatiles. Donc, qui nous donne vraiment cette indication et qu'on peut acheter. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce retard, de ce déphasage? Parce qu'on est dans la recherche, on cherche toujours dans ça. Est-ce qu'on voit le jour, ces capteurs voient le jour, ou qu'est-ce que tu penses en fait de l'avancement de ces technologies qui ont existé depuis au moins une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années? Je pense que une grosse difficulté du capteur chimique ou biologique, du capteur de manière générique, c'est que il faut adapter le capteur en fonction des applications et que pour une application bien spécifique donnée, le volume, on va dire, on a souvent des marchés de niche, quoi. Le volume de production ne justifie pas forcément un développement avec des financements énormes sur une application donnée. Et ce qui fait que nombre de fois, combien on a eu, nous, même dans l'équipe, un projet qui est financé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, y compris un petit peu plus des fois, mais sur un capteur chimique, il y a le transducteur, il y a la couche sensible, ce sont des matériaux souvent innovants, donc on les maîtrise mal, il faut les maîtriser en tant que matériaux, il faut en maîtriser le dépôt, il faut en maîtriser tout ça. Ça nécessite des compétences extrêmement pluridisciplinaires au même moment, au même endroit. Et du coup, beaucoup de temps à chaque fois. Donc, un développement pour une application donnée, comme ça, on avait voulu faire ça sur les détections de toxines, par exemple, pour détecter dans les eaux de baignade. On avait réussi quand même à fédérer un certain nombre de moyens, mais malgré tout, à un moment donné, on n'arrive pas au bout à quelque chose qui soit industrialisable parce qu'une fois que le financement est fini, il faut passer à autre chose parce que le deuxième financement, il est sur autre chose. Donc, je pense que c'est une difficulté. Après, ce qui est fait aujourd'hui avec l'Université de Guyane, il me semble, va un peu vers le sens de déployer des capteurs pour montrer qu'on peut faire des choses aussi en dehors du laboratoire. J'espère qu'on y arrivera. Après, et je crois que c'est beaucoup lié à l'aspect capteur chimique, parce qu'en dehors de ça, des capteurs physiques dans le monde, il y en a plein et qui sont commercialisés et tout va bien. Mais il n'y a pas ce problème de couche sensible un peu spécifique, on peut le protéger beaucoup plus par rapport au conditionnement qui est autour. Et ma question, Corinne, c'est pourquoi on arrive à avancer sur d'autres types de composants? Les entreprises donnent, on va dire, une priorité à d'autres et les capteurs chimiques ou biologiques, c'est bizarre que les entreprises ne s'approprient pas ça pour aller de l'avant dans la recherche pour ce type de capteurs, en sachant qu'il y a vraiment un besoin sociétal pour plein d'applications pour ce type de composants.
Comme tu le dis, pour plein d'applications, sauf qu'un capteur physique, si tu prends un capteur de température, il y a plein d'applications, mais tu as toujours ton capteur de température que tu peux packager, que tu peux protéger de l'extérieur, et donc du coup faire en sorte qu'il soit moins agressé aussi. Alors que le capteur chimique, pour chaque application, il faudra l'adapter. D'une part, c'est plus difficile de le protéger aussi d'autre part. On va chercher des matériaux qui sont des matériaux sensibles, qui sont peut-être moins maîtrisés aussi, puisqu'il faut aller chercher de la sélectivité vers quelque chose. Donc, il faut faire des fonctionnalisations spécifiques, par exemple. Donc, tu veux dire que les entreprises n'ont pas trop peut-être essayé la prise de risque pour ce type de capteur? Parce que là, il y a vraiment une prise de risque, une adaptation quelque part. Sans être sûr d'arriver à un résultat à la fin, finalement. D'accord. C'est le saut du TRL4 pour passer au-dessus, hein. C'est toujours un peu compliqué. Il faut trouver entre guillemets, le bon financeur sur un projet pour continuer un projet de maturation ou co-maturer pour pouvoir aller à ce niveau-là. C'est pas évident. C'est un peu le rôle des SAT d'ailleurs de les trouver. Oui, c'est un peu le rôle des SAT, mais la SAT, elle va te donner un poste d'ingé pour un an, mais sauf que toi, tu as besoin d'aller traquer la couche sensible qui va bien, son dépôt qui va bien. Quand on parle en tout cas de ce type de capteur qu'on a évoqué là. Parfois, tu peux aller plusieurs années, hein. Pour mon cas, ça fait 4 ans que je suis sur un projet de maturation avec la SAT et c'est vrai qu'on est bien accompagné là-dessus, c'est clair. Alors, j'ai une question parce que tu parlais de capteurs chimiques et puis la plus grande démocratisation d'une nouvelle technologie, c'est souvent l'automobile. Et une question, alors le monsieur, je ne connais pas son prénom, je n'ai pas réussi à le voir, c'est I. Alors, une question sur le capteur automobile. Pour que le capteur fonctionne longtemps, il faut qu'il mesure puis relargue. Des commentaires à ce sujet, durée de vie, contrôle de relargage, point d'interrogation. Oui, mais ça fait partie de ces fameux matériaux magiques qu'on appelle tous de nos voeux et on est toujours obligé de faire des compromis. Ou bien on a un matériau, si on veut faire la détection de manière un peu spécifique, on va aller chercher des interactions, un matériau qui offre des interactions plutôt chimiques, du coup qui vont être très spécifiques, mais qui ne vont pas être réversibles. Et inversement, si on a des interactions purement physiques, on va avoir des liens qui sont très faibles, donc une très bonne réversibilité, mais on n'aura pas de sélectivité. Donc, ça fait partie de ces compromis qui sont difficiles à trouver. Après, on peut casser des liaisons en chauffant, mais en chauffant, on abîme potentiellement d'autres choses aussi. Il y a des milieux où on ne peut pas chauffer. Alors bon, si on parle de domaine automobile, je ne pense pas que ce soit le cas, sauf si on est trop près de vapeur inflammable, par exemple, des choses comme ça. Au catalytique aussi, d'ailleurs, voilà. Oui, par exemple. Donc, il y a des endroits où il faudra peut-être éviter certains types de transducteurs par rapport à d'autres, peut-être. La personne en question complète un peu la discussion. Prise de risque sur petit marché ou peu de prise de risque sur marché énorme, les entreprises choisissent vite sans incitation normative forte. C'est ça. Donc il n'a pas tort. Hein. C'est ça. Voilà. C'est là qu'il y a les crédits impôts recherche sont très utiles. N'hésitez pas. D'autres questions? Pour le moment, je n'ai pas de questions. Ok, moi également, je pense que là, ça va. Déjà, plusieurs questions. Pas de questions. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que tu disais, hein, c'est-à-dire le problème de la continuité des financements sur des activités, c'est toujours un peu compliqué. Ayant vécu à Berlin, c'est sûr que je vois l'aspect un peu Fraunhofer. Alors, est-ce qu'on aura ce type de démarche en France ou pas? C'est aussi un risque par rapport à la recherche. C'est-à-dire changer d'activité tous les 4 ans à cause de ça. C'est quelque part un petit peu ce qui se passe, pas complètement, mais voilà. Et on arrive quand même à des choses un petit peu plus dans la continuité, mais des choses qui s'y prêtent bien, y compris en changeant de sujet, on peut quand même continuer un peu des choses. Et puis d'autres qui s'y prêtent moins bien. C'est vraiment une application très ciblée. Bon.
Après, si on a des financements, si on arrive à générer des financements qui sont un peu plus libres de dépenses, ça peut permettre de faire des choses aussi à côté intéressantes pour aller un petit peu plus au fond des choses. Mais c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Les tuilages, les facilités d'utiliser les financements, d'avoir des financements pour faire des choses de manière un peu plus libre et qui permettent son argent. Je pense pour la recherche, hein, Oui, oui, oui. pas dans nos poches. Et donc c'est bien quand on peut le faire fructifier pour aller au bout un peu des choses. Ce serait un peu l'objectif de la recherche, il me semble, au départ. Faire avancer des choses pour nourrir les futurs projets aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Pas tous les jours pour essayer d'arriver à faire ça. Alors, moi, de mon côté, je n'ai plus aucun retour. Plus de questions qui apparaissent. Bon. Bah, écoute, je pense que c'est très bien. Il est 2h. Voilà, je pense que tout le monde est reparti travailler. C'est un peu ça. Merci déjà à ceux qui ont participé. C'est clair. Alors, je présente mes excuses. On a décalé presque d'un mois. C'est de ma faute. J'ai pas pu assurer le côté technique pour des raisons beaucoup plus familiales, puisque j'ai le plaisir d'avoir une petite fille qui est née le jour même, presque à 2 heures près, du webinaire. Voilà, ben, en tout cas, merci beaucoup. Voilà. Après, comme d'habitude, hein, je pense qu'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'espace. Et puis aussi, envoyer un mail directement à Corinne Dejousse, donc qui est bien affiché sur sa présentation. Et puis, vous avez juste à chercher son nom et vous avez l'adresse email. Donc, comme on l'a mentionné à l'introduction, donc elle est professeure à l'INSERB Matmika, donc Bordeaux IMP et au laboratoire IMS. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter directement Corinne et elle se tâcherait sûrement à vous répondre. Ah, Corinne. Mettez un petit webinaire dans l'objet pour que je l'identifie. Voilà, par rapport à ça. N'hésitez pas. Pour repérer dans le flot des mails. Tout à fait. Bien, écoutez, merci encore. Voilà. Merci à toi, Corinne. Merci à vous deux. Et n'hésitez pas à transmettre des propositions de séminaires, de nous envoyer un petit mail. Il n'y a aucun souci. Si on peut vous faire passer rapidement, ça sera avec plaisir. Voilà. Le prochain, normalement, ça sera Monsieur Ulrich Legrand de l'Université de Montréal ou de McGill. Vous découvrirez quelque chose. Ça sera un peu la surprise. Bon, du coup, à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Merci encore.